Monstre Nickel, un hypersensible en action soutient les BD hypersensibles, une prise de conscience et l'enfant hypersensible mieux comprendre pour mieux aider. Rendez-vous sur le site http://www.bdhypersensible.com. Mais attendez la fin de la vidéo quand même. Que vous pouvez bien sûr partager, liker et commenter. Après vous y êtes abonné. Merci à vous. Eh ben bonjour à tous, bienvenue dans ce nouvel opus des interviews de Monstre Chronicle. Alors avant de commencer, comme d'habitude, et avant de commencer et de présenter mon invité quand même, comme d'habitude je voudrais vous demander de ne pas oublier de vous abonner à la chaîne, si ce n'est pas déjà fait, de liker la vidéo, de partager, de faire sonner la cloche de YouTube, et de parler de la chaîne autour de vous, bien sûr. Et si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à laisser des commentaires, ça fait toujours plaisir. Et moi, ça me fait plaisir. Voilà, et puis ça va me donner de la pêche pour faire la suite. Voilà. Donc, alors, je vais faire un petit laïus sur notre invité, directeur éditorial au sein du groupe Delcourt. Il évolue dans le milieu de la bande dessinée, du jeu vidéo et de l'entertainment depuis de nombreuses années. Ses fonctions au sein de AB Productions, 18 ans, de 90 à 2008, en parallèle, et du groupe Delcourt, l'ont amené à maîtriser de nombreux domaines allant de la création à la fabrication, passant par la vente et la communication. On remerciera son compte LinkedIn pour ces infos. Alors, en tout cas, ils sont pas à jour. Comme quoi, une connaissance de longue date en tout cas, et un grand animé fan devant l'éternel, Pascal Lapine, bienvenue. Ma présentation te va, qu'est-ce que tu as ajouté alors vas-y, qu'est-ce que tu as ajouté par rapport à ça? Je suis un grand geek qui va sur plein de domaines, effectivement. En ce moment, je suis un peu sur le webtoon et la Corée aussi. Voilà. Côté Japon, je suis un grand fan d'isekai et je dévore tout ce qui existe comme isekai. Wow. Je crois que j'ai quasiment lu tous les isekai qui sortent en fait. Ouais, tu as une grande bibliothèque là-dessus. Ah oui. Déjà, je prends tout ce qui sort en France et en plus, j'en commande des tonnes au Japon. Je suis sûr. Ça a été pour moi une sorte de révélation. Je suis sûr que Delcourt doit en sortir pas mal. Oh oui. Je pense que ça doit être à peu près 50% des titres qui sortent en ce moment. C'est des isekai. Tiens donc. Bon, nous, toi et moi, on s'est connus à l'époque de Feu Tonkam Bastille. Exactement. Alors, quel souvenir tu gardes de cette époque? Alors, tu te souviens quand on était là devant l'entrée de Tonkam à squatter l'entrée de Tonkam où les gens pouvaient plus rentrer tellement il y avait du monde. Je sais pas si tu te souviens de cette vidéo. Moi, c'est l'émerveillement en fait, parce que c'est une époque où c'était difficile d'avoir des choses. Ouais, c'est vrai. Que ça soit des infos comme du matériel. Et donc, on s'émerveillait de tout, on regardait tout. Et même quand on n'avait pas, on se fantasmait sur plein de choses. Alors qu'aujourd'hui, avec un clic sur Internet, on télécharge tout et n'importe quoi. On peut commander des livres, tout ce qu'on veut par Amazon ou par des amis qui vivent au Japon. J'en connais pas, moi. J'en connais pas. Voilà. À l'époque, vivre au Japon, ça paraissait quasiment impossible. C'est clair. Déjà, s'imaginer y aller, c'était déjà extraordinaire. C'est clair. Et je trouve que pour tous ceux de cette génération qui ont réussi, pour moi, c'est un rêve, c'est d'aller vivre au Japon. Je trouve que c'est quand même quelque chose, c'est un aboutissement, c'est quelque chose en soi déjà d'extraordinaire parce que c'est un long chemin. Aujourd'hui, effectivement, c'est plus facile pour les nouvelles générations. Déjà, les billets sont moins chers. Il y a plein de centres d'accueil, il y a plein de possibilités. Mais avant, c'était vraiment du domaine de l'incroyable. Donc, effectivement, ça a un côté pionnier que j'ai beaucoup aimé. Découvrir des nouveaux livres, de nouvelles choses, c'était bien. Même quand c'était parfois mauvais, on était content parce qu'on avait pu le découvrir. On regardait des trucs en VO sans comprendre, mais on était heureux. On essayait de comprendre comme on pouvait, mais on était content. Oh, exactement. Voilà. Et puis, il y avait plein de salons à l'époque où on rencontrait des gens. C'était plus facile, par exemple, pour aller voir des inconnus et discuter avec des inconnus et échanger. Aujourd'hui, c'est beaucoup plus club, clan, etc. C'est quand même vachement plus compliqué pour rencontrer des nouvelles personnes. C'est pas une question de générationnel plutôt?
Je pense que c'est juste qu'il y a beaucoup de monde. C'est Ah devenu oui. du mass market. Mm. Et le problème du mass market fait qu'on a des goûts des gens tellement différents qu'on ne rentre pas du tout dans les mêmes. D'un autre côté, toi et moi, on s'est battus à l'époque justement pour faire valoir cette passion, pour la faire connaître. On va pas se plaindre maintenant que les gens aiment notre passion, quand même. Ah non, 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 non. Moi, je trouve ça très bien parce que du coup, maintenant, on a beaucoup de choses. Parfois, j'ai ce regret qu'il y ait des gens qui soient un peu, je dirais pas blasés, mais Ouais. qui ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir assumer leur passion, de Mm. pouvoir avoir plein de choses. Et effectivement, je reste malgré tout persuadé que ça reste un équilibre, même si ça s'est démocratisé, qui est éphémère, et qu'il suffirait qu'il y ait un ministre qui soit anti-manga ou un truc comme ça, parce qu'on se rappelle quand même de l'époque, c'était quand même assez violent, Ça a fait ne mal. serait-ce que pour, voilà, Ségolène Royal, Ah ouais. etc. Et donc, c'est un équilibre qui reste quand même assez, voilà, À assez trouver, ouais, fragile c'est fragile, oui. et que on a l'impression que c'est établi et que rien ne peut faire bouger ça. Mais des fois, les choses peuvent changer tellement vite. Il suffit qu'une loi très bête passe. Voilà. Par exemple, c'était le principe des programmes télé à l'époque où j'étais à AB, Mm. où au début, on pouvait passer autant de programmes étrangers qu'on voulait. Et puis à un moment donné, il y a une loi le CSA fait passer une loi qui limite le nombre de programmes étrangers. Oui, ça, je m'en souviens. Donc, du coup, quand tu as 27 heures de programme et plein de dessins animés japonais, et qu'on te dit que plus de la moitié de tes programmes, ça doit être du français, qu'est-ce que tu fais? Tu élimines les dessins animés, tu mets Hélène et les garçons. Ou des productions franco-européennes. Voilà, et voilà. Donc c'est pour ça que je dis que c'est un équilibre qui est très fragile, Mm. parce que à l'époque, par exemple, ça a changé beaucoup de choses. Bon, après, ça a créé pour tous les gens qui sont fans de toutes ces séries du type Premier baiser, etc. Ça a créé toute une génération de productions françaises dans ce genre. Mais c'est à cause d'une loi comme ça que c'est arrivé, que les dessins animés ont commencé à se réduire à l'époque Ouais. dans le Club Dorothée. Maintenant, ça va quand même un peu mieux, même si c'est pas forcément à la télé, les gens peuvent s'en acquérir assez facilement. Oui, mais d'ailleurs, ça a presque disparu de la télé, en fait, à part sur les chaînes très spécialisées comme J1. Mm. Maintenant, tout se fait en streaming pour la partie animée, mais on va dire que les grosses chaînes ont complètement abandonné le domaine. D'accord. D'accord, oui, Donc, je vois pour le. gagner en tranquillité, d'une certaine façon, pour eux. Bah, c'est dommage parce ils perdaient pas, j'ai dit leurs clients, leurs spectateurs, leurs téléspectateurs. Ça, bon, bref. Justement, j'avais une anecdote là-dessus, pas sur ça, mais sur l'époque, sur notre époque de Tonkam. C'était, je sais pas si tu te souviens de ça, c'était donc le manga Dragon Ball était terminé. Je sais pas si tu te souviens, il était terminé. C'était le dernier volume de manga de Dragon Ball. Et Tonkam, le 1er avril, avait sorti un faux suivant numéro. C'était pas pour la fin, c'était pour le volume 38. Non, c'était pour. Ah bon? Ah, si, c'était pour Avec le Vegeta dessus, je crois, si mes souvenirs sont bons. Voilà, Hein? exactement, qui était le truc du film, Voilà. l'affiche du film. Voilà, ouais, Et à chaque fois que les c'était gens. pour le 38. Et je voyais les gens aller demander aller demander le manga, et je sais plus qui c'est qui leur donnait un chocolat, un petit truc au chocolat. En fait, on avait voulu faire cette blague du 1er avril parce que, en fait, un numéro de Dragon Ball, ça sortait à peu près tous les 3 mois. Quelque chose comme ça. Mhm. Mais en général, il y avait un truc qui était fatigant, c'est que tout le monde savait que c'était tous les 3 mois un volume, mais dès qu'un volume sortait, une semaine après, les gens venaient nous réclamer le volume suivant. C'est vrai, c'est vrai. Donc, comme genre 2 semaines après, il y avait le 1er avril, on s'est dit, on va faire cette blague, mais personne ne peut y croire parce que 2 volumes ne peuvent pas sortir à 15 jours d'intervalle. Bah oui, c'est logique. Voilà, donc on a fait cette fausse couverture à partir de la pochette du CD de titre où il y avait un dessin fait ouais. genre presque en noir, en marron, Ouais, etc. c'était. Ah oui, j'ai encore l'image en tête, mais enfin, c'est assez vague Voilà, maintenant. et on avait collé ça, on avait fait une jaquette en couleur. J'en avais donné une à la boutique qui se trouvait à Filière-Chaligny. Oui, c'était Philippe Chani. Bah, c'est celle de Tonkam, c'était le Tonkam Bastille. Non, Filière-Chaligny, c'était Madoka. Ah, pardon, Madoka, oui, pardon. Oui, Oui. j'en avais filé une aussi à Madoka pour que ça soit plus réaliste, le fait qu'il y ait 2 boutiques qui aient la jaquette. Oui. Et du coup, on avait lancé ça en annonçant jeudi 1er avril,
sorti du numéro 38. Et le matin, on arrive et il y avait une queue dans toute la rue Keller jusqu'au bout de la rue Keller. Et je me rappelle quand J'ai l'image. je suis arrivé, il y a Sylvie, Ah oui, Sylvie, voilà. elle avait dit qui m'a fait mais t'es dans la merde, t'es dans la merde. Il fallait expliquer aux gens que c'était une blague. Il y avait des mères de famille qui étaient venues de Lyon. Ah, pardon, j'ai des grossièretés, c'est pas bon là. Voilà, qui étaient furieuses d'avoir fait tout ce trajet pour une blague de 1er avril. Et c'est pour ça qu'on offrait les petits chocolats pour se faire pardonner. Voilà. Remarque, la bonne chose, c'est que moi, ayant vu les gens arriver avec moi, j'ai pu prendre des chocolats tranquilles, j'avais compris le truc. À l'époque, c'est vrai qu'on avait tendance à faire aussi beaucoup de petites blagues comme ça. Oui. Aujourd'hui, c'est plus possible parce qu'avec l'Internet, il suffit d'y aller. En 10 secondes, tu sais que c'est faux. Et puis surtout, ça passerait plus. Je sais pas pourquoi les gens sont, comme tu dis, ils sont blasés. Après, c'est vrai qu'en manga, je sais pas si on a déjà eu des vraies grosses blagues de 1er avril en manga. Pas que je sache. En tout cas, moi, j'ai rien en tête. Je sais pas si. Remarque, c'est toi le spécialiste là-dedans, hein, plus que moi. Hein. Moi, je suis un lecteur de base. Je me rappelle pas, mais je pense que c'est une chose à faire. Une jolie blague de 1er avril dans le manga. Je pense que pour l'année prochaine, tu demanderas à Delcourt. Hein. On va habiller la bibliothèque François Mitterrand avec un grand... avec un grand drap qui sert à rien. Bon, pardon. Ouais. Bon, alors, on va passer à la suite. Alors, c'est pas un secret que t'aimes les DA et les mangas. Ça, on l'a bien vu, on l'a compris depuis très longtemps. Et donc, moi, j'ai lu que le déclencheur, c'était Candy. C'est vrai? De quoi? Que le déclencheur, ce qui t'a fait aimer l'anime et tout ça, c'était Candy. Tout à fait. Oui, tout à fait. C'est un dessin animé super triste. Mais en fait, à l'époque, je m'en rendais pas compte puisque comme ils avaient censuré la série, c'est pas par exemple, la mort d'Anthony avait été censurée à l'époque. Donc, pour moi, c'était pas, c'était pas un truc particulièrement triste. C'était juste, moi, ce qui me passionnait, c'est déjà parce qu'il y avait des suites. Oui, oui. Voilà, les dessins animés n'avaient pas de suite. C'est le premier dessin animé que j'ai vu où d'un épisode à l'autre, ça se suivait, c'était la même histoire. Alors qu'en général, toutes les séries qui passaient à l'époque, chaque épisode avait un début, une fin, il n'y avait pas de continuité. Donc déjà, c'était une révolution de faire ça. Et puis en plus, tu avais l'histoire qui était racontée à travers un personnage, alors que globalement, les histoires étaient racontées, c'était une histoire. Tous les autres dessins animés, c'était une histoire où le héros était inclus dans l'histoire. Là, tu suivais vraiment une héroïne avec tous ces problèmes d'amour, d'amitié, de trahison, etc. Donc, c'était hyper passionnant. Après, il y a Goldorak qui est arrivé. Alors, je n'ai pas été tout de suite fan de Goldorak à l'époque parce que je trouvais certains personnages… en fait, autant je trouvais le personnage d'Actarus hyper intéressant, autant j'adorais le personnage d'Alcor parce que pour moi, c'était l'outsider qui était hyper intéressant. Mais les autres personnages, je les trouvais froids, pas intéressants. Je n'aimais pas Vénusia, je n'aimais pas le père de Vénusia qui était horrible, etc. Et puis, c'est quand sa sœur est arrivée que j'ai vraiment commencé à apprécier la série parce qu'elle avait du caractère. C'était pas elle n'est pas arrivée en deuxième saison, d'ailleurs. Alors, je sais plus, mais elle est arrivée en cours. Elle a tout changé parce qu'elle a renouvelé le truc. Parce qu'elle avait un caractère. C'était le premier personnage fort qui avait un véritable caractère dans la série. Et là, c'est ce que j'ai aussi aimé, qui a fait qu'après, je suis resté dans le dessin animé, parce qu'on pouvait donner une vie au personnage. Tu sais pourquoi Goldorak n'a pas marché au Japon? Parce qu'Alcor ait un second rôle? Exactement, tu l'as dit, c'était l'outsider, alors que c'était le héros principal de Mazinger. Et là, les Japonais n'ont pas pardonné ça. Et pourtant, moi, je ne connaissais pas Mazinger, mais moi, Alcor, c'était le personnage que je préférais. Oui. Parce que c'est lui qui introduit l'histoire. Alors, ça peut pas être très con, mais tu sais, c'est comme toutes ces séries américaines, genre Urgence, etc. Tu as toujours au début un personnage qui arrive et qui introduit l'histoire et qui devient un personnage de fond. Mais en réalité, c'est son histoire qu'on te raconte. Et Alcor, c'est le premier personnage que tu suis, c'est lui qui arrive et l'histoire est introduite par lui. Et donc, je trouvais ce personnage hyper intéressant parce que pour moi, c'était lui le vrai héros de l'histoire.
C'est vrai que Voilà. c'était. Mais je pense que ça a été à cause justement de Mazinger que ça a commencé comme ça. Et d'ailleurs, c'est très bien. Même moi, j'adorais Alcor. Voilà. T'as eu Goldorak, t'as eu Albator, t'as eu Heidi. Ouais, alors, Heidi. Albator avec cette boule noire qui tombe en plein Ouais, milieu de ah ouais, Tokyo. bah oui, bah oui. Ah, La BD de l'époque, je l'avais encore, je l'ai eu pendant très très longtemps, qui était sorti chez. les albums autocollants. Ouais, oh, les autobus. Captain Ouais. Flamme, j'avais le même Mais Panini. moi, ma vraie révolution, ma vraie révélation, même si j'aimais beaucoup le dessin animé japonais, ça a été Cobra en réalité. Parce que Cobra, j'ai découvert ça en 1984 sur Canal+. Tu connais peut-être mon copain Franck Animé Live? Oui, Hein, c'est un fan aussi de Cobra. Et tu as voilà. découvert Et sur Kabukaden. exactement, ça passait tous les mardis soirs. Ça passait tous les mardis soirs à, je crois que c'était Oui, 17h45, quelque chose c'était. comme ça. Ouais, dans les ordres, dans ces Et moi, gens-là. ça m'a marqué parce que moi, j'étais encore au lycée à l'époque. Et dès que, en gros, 17h arrivait, moi, je finissais à 18h le mardi. Et j'avais trouvé le moyen de négocier avec mon prof pour qu'il me laisse partir plus tôt, de façon à arriver pile à l'heure pour voir l'épisode. Ça avait été compliqué. En plus, je lui avais dit la vraie raison. Hein. Le pire, c'est qu'on a tous fait ça. Moi, j'ai fait ça pour Bioman. Quand il passait le mercredi sur Kabukaden. Il passait à Ah oui. 18h11. Et la personne qui nous ramenait du centre aéré, j'ai dit ah, allez vite, faut y aller, faut foncer. Je ne voulais pas perdre une seule minute. On a tous fait ça, je crois. C'était Bioman, vraiment. moi, ça m'avait frappé parce que sur Canal+, ils avaient un générique. Oui. Et quand ça a changé de chaîne, ils ont changé le générique. Alors que c'est générique original en C'était version française. vachement bien. Bah oui. Mais il est facile de créer un générique d'AB pour les dessins animés. Vous mettez une phrase, le nom de la série, une phrase, le nom de la série, une phrase, ça te suffit. Mais oui, on disait c'était la machine à générique. Exactement. Ça mettait automatiquement. C'était Olivier Fallet qui, à l'époque, Olivier qui avait fait de ça. temps en temps, il faisait des faux génériques. Tu sais, par exemple, Oh, quand il y a putain. eu Pat Labor Ouais. qui a été annoncé, il m'avait envoyé un faux générique de Pat Labor qu'il avait créé. Et en fait, son générique était très, très proche du vrai. C'est dingue, c'est dingue. Ah la vache. Enfin, bon, je vais dire plein de gros mots pendant l'interview. Mes amis, je suis désolé, c'est pas voulu. YouTube, pardonnez-moi. On va continuer comme ça. Alors, tu as fait aussi partie d'un trio de créateurs d'un certain fanzine avec Ah, un certain Yvan West-Laurence et Vincent Vu, si je dis pas de bêtises, je c'est vais pas y arriver. ça. Ouais. De quoi s'agit-il? Dis-nous tout. Mais on va dire que depuis, c'est comme pour l'époque des pharaons, on a été effacés des murs. C'est pas... Voilà, les traces de notre existence à tous les deux ont complètement disparu. Si ça peut te consoler, j'ai pas vraiment aimé l'époque magazine. Moi, je suis vraiment un fan de l'époque fanzine Animeland. Ah non, mais après, moi, je reste quand même très, très fier de tout le trajet Non, d'Animeland. ah mais non, bien sûr, c'est pas ce que je veux dire. Je veux dire, j'ai une affection plus profonde pour l'époque fanzine. Juste ça, voilà. C'était les tout débuts, ça a été assez dur à concevoir. C'est parti sur un coup de tête. En fait, Ouais. c'est Yvan et moi, on était à une boutique qui s'appelait DS. Ah oui. Et on faisait à l'époque le tour des boutiques. On était à cette époque-là très amis tous les deux. Et pendant qu'on était à DS, il y avait Yvan s'arrête devant le magazine Protoculture Addict. Je connais. Et il me dit qu'est-ce que je rêverais de faire un magazine comme ça. Et j'y fais, et qu'est-ce qui nous en empêche? Bah Il oui. n'y a qu'à le faire. Voilà. Et à partir de là, on a réuni tous les gens qu'on connaissait à l'époque, soit au total 15 personnes. À l'époque, moi, je travaillais dans une association qui s'appelait Les Pieds dans le PAF. Oui, je l'ai lu ça. Voilà. Et donc, du coup, j'ai réuni tout le monde dans les locaux. J'ai emprunté la salle de réunion des Pieds dans le PAF. On était tous les 15 à l'intérieur. Et le premier truc a été de trouver un nom. On était parti sur le manga, l'animation, c'est un No Man's Land. Oui, d'accord. Voilà, donc, on a gardé le land. Et on a mis anime. On a ajouté anime parce qu'on s'est dit, comme ça, on pourra faire aussi Mangaland, éventuellement. Voilà. Et donc, on s'est dit, au pire, plus tard, on changera le nom au numéro 4 ou 5. Ouais, si ce nom ne va pas. Finalement, c'est resté.
Ah bah Voilà. je confirme. Voilà, et puis l'aventure a commencé comme ça. À l'origine, en fait, les amis qu'on avait réunis, c'était des gens avec qui on s'entendait beaucoup. Et moi, j'avais un rêve, c'était que 30 ans plus tard, quand on allait fêter les 30 ans du magazine, on serait tous encore amis et on serait tous financés par le magazine. Rendez-vous dans Au 30 bout de ans. 3 numéros, ça ne s'est pas bien passé. Et au bout de 3 numéros, en gros, beaucoup d'entre nous sont partis, à commencer par Vincent et moi. En fait, moi, en réalité, c'est de ma faute, parce que c'est moi le premier qui suis parti, et je pensais que les autres seraient restés, mais en fait, les autres sont partis presque tous, et Yvan s'est retrouvé avec le magazine sur les bras. Et à partir de là, en fait, il a trouvé d'autres personnes et puis le magazine a évolué. C'est quand même fort pour que Yvan s'en occupe tout seul. Enfin, faut vraiment avoir des épaules pour ça. Hein. J'imagine que, enfin, j'imagine pas. Je l'ai vécu parce que j'ai fait du fanzina. C'est un boulot monstre, ce genre de truc. Donc, ouais, enfin, il m'en a voulu pendant très longtemps pour ça. il t'en veut encore? Vous avez pas... Parfois, je me dis que oui. Je lui poserai la question off. Parfois, je me dis que oui, mais voilà. Après, c'est la moi, vie. moi, voilà, c'est la vie. Et puis, moi, mon seul regret là-dedans, c'est qu'Yvan, c'était quelqu'un que j'adorais et que du coup, ça nous a plus séparés qu'autre chose. Eh ben, voilà, c'est très bien. Fais-lui ta déclaration sur l'interview. Dis-lui. Oui, c'était il y a 30 ans. Ouais, non, mais d'accord. Mais tu sais, les vieilles amours, ça peut revenir. Enfin bon. T'es à l'origine de pas mal. Alors, ça, je l'ai lu aussi hein, en faisant les recherches. T'es à l'origine de pas mal de nombreux dessins animés diffusés sur AB. Tu étais consultant, je crois, si je dis pas de bêtises. Oui, en fait, j'étais principalement embauché pour ça. C'était mon travail principal. Et justement, c'est ça qui m'a. J'avais une petite salle vidéo. Ouais. Voilà, mais vraiment pas très grande, hein, aussi grande qu'une salle de bain. Ça te donne un ordre d'idée. J'ai une salle de bain. Des étagères jusqu'au plafond avec des tonnes de cassettes vidéo, de Betacam, de plein de formats aussi bizarres les uns que les autres. Je recevais en fait toutes les séries qui passaient au Japon en direct. Et en fait, mon travail consistait à regarder des séries et dire toutes celles que je trouvais bien et qui valaient le coup d'être achetées pour être diffusées. Donc, c'est comme ça que j'ai récupéré des séries comme Sailor Moon, Ranma 1/2. J'ai une question qui me trotte là à l'instant. Que des séries animées? Que les séries animées. D'accord. Donc, pas les séries live sur Bioman, quoi. Alors, j'ai essayé à une époque. Ouais. Bah, pour AB, j'entends, hein, bien sûr. Oui, mais non, c'était moins. On va dire, c'était moins le truc de l'époque. Donc, du coup, non, moi, en plus, moi, j'étais vraiment axé dessin animé. D'accord. Ouais. C'était vraiment mon truc, le dessin animé. Donc, effectivement, c'était principalement pour ça que j'étais là. D'accord, non, parce que j'avais une question précise, mais si c'était pas. On va y passer, c'est pas la peine. Après, ils en ont pas fait. Des lives, ils en ont pas fait énormément. Hein, bah, ils en ont fait jusqu'à 92 avant que les Américains s'en chargent. Oui, Donc, oui. Mais bon, bref. Mais ce qui m'avait intéressé dans ton histoire que j'ai lu, c'était justement ton premier entretien d'embauche, si je puis dire. J'avais l'impression que c'était un polar. Tu avais 3 gars devant toi et qui te regardent comme ça et disent bon, qu'est-ce qui se passe? C'est très vite arrivé à 4-5 d'ailleurs. Oui, d'accord. En fait, c'est aussi parce que à l'époque, donc je faisais partie de l'association Les Pieds dans le PAF. Oui. Et j'avais participé à un dossier dans 50 millions de consommateurs sur ce que regardent vos enfants. Voilà. Exact. Et à l'époque, quand j'en avais parlé, d'habitude, quand on critiquait les dessins animés japonais, c'était les gens qui critiquaient les dessins animés japonais disaient un peu tout et n'importe quoi, parlaient de violence, de grands yeux, de trucs comme ça. Alors que moi, j'avais plutôt parlé de tranches d'âge, de tranches horaires, où j'expliquais que c'était… en fait, il y a des dessins animés qui s'adressent aux enfants, des dessins animés qui s'adressent à des adolescents, et que le truc qui n'est pas bien, en fait, c'est de mettre un dessin animé pour enfants juste après ou avant un truc comme Ken le Survivant. Et franchement, mettre Ken le Survivant dans une émission du Club Dorothée à 4h de l'après-midi alors que c'est diffusé à minuit au Japon, c'était gonflé, je trouve, moi, personnellement. Et donc,
si tu veux, c'est cette façon de tenir un discours où je disais que, par exemple, ce qui aurait été mieux, c'est de diffuser tous les trucs pour enfants le mercredi matin Ouais. et le mercredi après-midi, mettre les trucs un peu plus trash, mais de plus en plus vers la fin de la journée, voilà, monter crescendo en mettant un avertissement. Ça aurait été intelligent au départ. Voilà. Et donc, je me suis retrouvé, en fait, j'ai reçu un peu après ça un coup de fil de la secrétaire de Jean-Luc Azoulay qui m'a Ouais. demandé, en gros, si c'était possible de se voir. Donc, j'y ai été. Et puis, on a commencé à parler. J'ai bien senti quand je suis rentré qu'il était là pour un peu me bousculer. Mais il s'est avéré très vite que je lui ai sorti plein de trucs, des titres de séries, plein de choses, et il s'est rendu compte en fait que ça allait être un peu compliqué de me bousculer, donc il m'a demandé d'attendre. Et là, il a appelé d'autres personnes qui sont venues dans le bureau. Ils ont commencé à tous m'interroger, donc j'avais l'impression. C'est pour ça fait très polar, je trouve, moi, ce truc-là. Voilà, et à l'issue de cet entretien, ça a été tu ne repars pas d'ici si tu ne travailles pas pour nous. Voilà, et à partir de là, Tout on a va bien. discuté. Voilà, et puis, voilà, on a discuté de ça. Moi, j'ai dit que j'aimerais bien, en fait, moi, ce qui m'intéressait principalement, c'était la partie animée. Donc, j'ai demandé, moi, je serais intéressé surtout pour justement la suite, la seconde génération, puisque eux, ils avaient acheté la première génération qui correspond à tout ce qui était diffusé au Japon en 1986. C'est pour ça que quand on regarde les premiers programmes du Club Dorothée, c'est les diffusions du Japon de 1986, c'est-à-dire Dragon Ball, Ken le Survivant, même si Ken avait commencé l'année d'avant, mais c'était toujours en cours de diffusion en 86. Et d'ailleurs, dans leur stock, puisqu'après, moi, je passais ma vie dans la bandothèque où il y avait toutes les séries, il y avait aussi des séries de 86 qui n'ont jamais été diffusées à la télé et qui, pour certaines, étaient même doublées. Il y a des titres, il y avait quel titre, hein? Borgman, par exemple. Ah oui, Borg. La série Borgman. J'ai toujours voulu... Enfin, j'avais entendu parler de ça et je disais, mais après l'avoir vu, parce que ça revient à mes amours de héros Sentai de Tokusatsu, et Borgman, c'est vraiment le typique. Et quand tu l'as vu... C'est pour ça qu'il n'a pas été diffusé, parce que c'était une sorte de Sentai en animé. Ah oui, mais bon. Doublé, mais mis de côté. Macross, je suis désolé, mais quand on passe à... Robotech, pardon, quand on passe à Southern Cross, je suis en train de dire n'importe quoi au niveau du titre. C'est des mecs en costume qui vont battre des aliens. Franchement, c'est pas loin, hein, c'est pas la même, c'est à peu près la même chose. Donc, bon. Bref. C'est vrai. Donc, voilà. Et donc, et du coup, dans la seconde génération, donc j'étais chargé justement d'éviter de prendre des séries qui ne puissent pas être diffusées. Donc, effectivement, c'est pour ça que j'ai été sur des séries beaucoup plus tout public, comme Sailor Moon, Ranma 1,5, etc. Ça a permis aussi de... C'est quoi cette histoire sur Sailor Moon, comme quoi ils auraient coupé les derniers épisodes de violence, je sais pas quoi. C'est pas qu'ils ont coupé, mais en fait, au moment où il y a eu toute l'histoire les dessins animés, c'est violent. En fait, ça a commencé en plusieurs étapes. Et puis, il y a eu toute cette partie où il y avait eu une amende pour violence caractérisée. D'accord. Et c'est là que les psys sont arrivés en masse et ont commencé à couper, etc. Donc, en fait, il y avait deux types de coupures qui étaient faites sur les séries. Il y avait les coupures au moment du doublage, où le studio de doublage, en fait, pouvait couper s'il voyait une scène beaucoup trop violente ou qu'il y avait un problème, eux, ils coupaient. Mais là, c'était catastrophique parce que quand c'était le studio de doublage qui coupait, on ne pouvait pas rattraper. Oui, d'accord. C'est une partie qui n'existait plus du tout. Plus jamais. Voilà. Alors que quand c'était les psys, ça pouvait revenir parce que les psys faisaient ce qu'ils appelaient à l'époque un PAD, c'est-à-dire qu'on prenait l'original doublé. Ensuite, ils le visionnaient. Ils notaient en fait sur le timecode toutes les parties qui leur paraissaient sensibles. Et ils demandaient une coupe pour le prêt à diffuser qui allait être diffusé sur TF1 en enlevant toutes ces coupures. Sauf que ce n'était jamais les mêmes psys qui regardaient les mêmes séries. Donc, à chaque rediffusion, il fallait faire un nouveau PAD. Donc, tu te retrouvais des fois avec des coupures différentes. C'était le cas, par exemple, des Chevaliers du Zodiaque,
où tu as des épisodes, par exemple, je ne sais pas si tu te rappelles de cet épisode dans Les Chevaliers du Zodiaque, Oh. où tu as Saori qui est porté par des corbeaux. Oui, je m'en souviens de celui-là. Mais c'est au tout début, Voilà. ça. Et ben, à l'une des diffusions, ils avaient coupé cette scène parce qu'à un moment donné, sa robe, elle glisse et on voit un tout petit peu sa jambe. Ils n'ont jamais vu Marilyn Monroe de leur vie, les gens? Voilà. Mais oui, mais c'est un dessin animé pour les enfants. Wow. Quand il y a eu une autre diffusion, cette scène apparaît parce que le psy qui est passé derrière a considéré que c'était pas si grave. Ouais, ouais. Voilà. Comme quoi. Et donc, voilà. Et tu avais plein de trucs comme ça. C'est par exemple, tu avais un épisode de Dragon Ball Z, il coupait une scène, sauf qu'à l'épisode suivant, quand il y avait le générique, tu sais, avec le fameux tan, 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 tu vois, au début, eh ben, tu voyais la scène. Et donc, tu te disais, mais en fait, cette scène, je ne l'ai jamais vue. En fait, c'est parce qu'elle avait été coupée de l'épisode d'avant. Voilà. Ça m'avait l'air d'un gros micmac, cette histoire, hein, quand même, entre les Oui, mais psys, tout c'était ça. pour faire plaisir à la fois au CSA, pour faire plaisir aux parents, rassurer les parents, rassurer beaucoup les journalistes aussi, puisque les journalistes aimaient bien taper dans les dessins animés japonais et dans AB. Et donc, c'est pas faux. du coup, mais après, c'est ce qui a amené justement à ce fameux quota des 40%, ouais. étrangère, parce que malgré tout ce qu'ils faisaient pour essayer de les empêcher d'avancer, ça continue à fonctionner. Les spectateurs étaient toujours là. Donc, du coup, il fallait trouver des solutions et ils se sont dit que le truc des 50% de programmes français ou européens qui est passé, je crois, après, c'est passé, je ne sais plus c'était à combien hein, au final. Bon, moi, j'ai tendu 40%, alors c'est bizarre. Donc, pour ça, ouais, ouais. 50, en fait, je crois que il me semble que c'était 40% bah oui, si c'était que des programmes français et 60% si c'était des programmes européens. D'accord. Tu as un truc comme ça, je ne me rappelle plus, c'est tellement vieux. Oui, c'est loin. En tout cas, voilà, le résultat de tout ça, c'est que du coup, c'est comme ça qu'ils ont en partie fait disparaître beaucoup de séries dans le Club Dorothée, de dessins animés, et l'arrivée des séries live. Enfin, les séries live étaient surtout diffusées à la Noël hein, pour vendre des jeux Bandai. Hein, non, mais non, quand je dis les séries live, je parle de toutes ces séries. Sitcom. Oui, toutes ces sitcoms du genre Premier Baiser, etc., qui petit à petit ont pris la place des dessins animés. Et au bout d'un moment, il y avait beaucoup moins de dessins animés. Il y avait surtout le mercredi matin. Aux grandes dames des animés fans comme nous, je pense. Oui, voilà, exactement. Et après, petit à petit, c'est ce qui a aussi créé une forme de sevrage qui a apporté aussi le manga papier, qui a permis au manga papier de naître et d'évoluer. Et c'est pour ça que je dis qu'en fait, à chaque fois, je dis qu'on a un trou générationnel dans le manga. C'est ce que j'appelle la génération Pokémon saison 1. En fait, la génération Pokémon saison 1, c'est avant cette génération, il y avait plein de dessins animés qui passaient à la télé en France. Et quand ils ont arrêté avec le Club Dorothée, il n'y a plus de dessins animés japonais, sauf Pokémon qui est arrivé et puis qui a été diffusé. Donc, c'est une génération qui n'a connu que Pokémon comme dessin animé japonais, donc qui pour eux était un dessin animé normal d'ailleurs, mais qui n'allait pas chercher des vidéos de chez Kazé, des mangas de chez Tonkam, de chez Glénat, etc. Donc, c'est une génération qui a aujourd'hui, qui est dans la trentaine, qui a 30 et quelques aujourd'hui, et tu rencontreras beaucoup d'entre eux qui n'aiment pas le dessin animé japonais, qui n'aiment pas les mangas ou qui n'en lisent pas. Ça ne les intéresse pas parce qu'ils n'ont pas baigné là-dedans. Alors que la génération d'avant, même s'ils ne sont pas mangas, ils connaissent. Et celle d'après est à fond dedans. En fait, la génération qui est juste après la génération Pokémon, c'est une Pokémon saison 1. Hein, on a bien compris. Voilà, c'est une génération qui est très fan de manga parce que c'est justement la génération qui a eu cette chance d'arriver et il y avait déjà beaucoup de mangas papier, beaucoup d'animés en DVD, en cassette vidéo, en DVD, sur plein de supports. Donc, effectivement, c'est cette génération, en réalité, qui a fait le succès populaire du manga d'aujourd'hui. Voilà. Mais toujours est-il, on a toujours un trou. C'est la génération sans manga. N'empêche que j'apprends pas mal de petites choses dans cette interview avec ça. C'est quand même dingue. En tout cas, ouais, je me disais, bon, AB Prod, Tonkam, Delcourt, Animeland, Panini, Atlas, Mangavore. T'as quand même un sacré palmarès, hein. Et encore, j'ai fait d'autres magazines qui ne sont pas restés très longtemps. J'ai fait aussi les Ferry Pub. Oui, je connais le nom.
Voilà. Voilà, j'ai eu. Ça Voilà, va, ça donne pas le tournis après, Non, tout parce ça? qu'en tant que passionné, dès que je rencontrais des groupes de personnes qui étaient elles-mêmes passionnées, j'essayais de les réunir pour qu'on puisse faire quelque chose ensemble. Alors, mon but, c'était pas de rester sur la longueur, c'était de lancer quelque chose et après, il continue. Donc, effectivement, il y a beaucoup de groupes comme ça dans lesquels je suis rentré parce que c'était des groupes d'amis, etc., où je leur ai proposé qu'on fasse quelque chose ensemble. Et qu'après, ça puisse continuer. Donc, effectivement, ça a été Moi, pour moi, c'était voilà, m'amuser entre groupes, rencontrer des gens, faire des choses avec eux qui m'intéressaient. Donc, effectivement, mener de l'aventure, c'est un truc. C'est aussi pour ça que maintenant, je fais aussi des trucs avec la Corée, parce que j'ai toute une nouvelle génération aujourd'hui qui arrive et qui est comme cette ancienne génération du manga, qui a envie de faire des choses, envie de découvrir, envie de créer des choses. Et effectivement, avec eux, j'ai créé un magazine comme ça de K-pop, qui est parti comme ça, avec des gens que j'ai rencontrés qui étaient passionnés. Et hop, on n'a qu'à en faire un. Voilà, avec ce qu'on a, on fait un magazine. Voilà. Et donc, c'est un truc qui m'arrive encore aujourd'hui. C'est pour ça que j'ai aussi fait partie régulièrement. J'essaie de faire des trucs avec l'équipe de Manga News pour faire des émissions, des choses comme ça parce que je trouve ça, voilà, je me dis que tant que je serai toujours passionné et que j'aurai envie d'aller voir des groupes, même de personnes que je ne connais pas pour faire des choses avec eux, c'est que la flamme sera toujours là. En tout cas, tu montres la flamme, elle est bien haute en ce moment, a priori. Voilà. Elle est toujours aussi haute. Après, il y a des choses qui sont parfois compliquées. Par Hmm. exemple, quand tu travailles dans une boîte d'édition qui est spécialisée dans la bande dessinée, Mhm. des fois, c'est pas évident. On va Voilà. en parler. T'es allé au Japon, ça j'en suis 29 sûr. fois. 29 fois. Ah la vache. Alors, justement, ça tombe très bien. Alors j'ai deux questions sur le sujet. Un, est-ce que tu parles japonais maintenant, depuis le temps? Et deux, ok, ça Je répondait à la question. baragouine le japonais. En fait, D'accord. sincèrement, j'ai appris à plusieurs reprises, mais j'arrive pas à le garder en tête. Donc, en fait, je l'utilise quand je suis au Japon, parce qu'il faut bien que je me débrouille. Donc, j'utilise ça par mots, voilà. Et puis, en plus, c'est comme quand tu habites à Paris, tu passes pas le permis parce que tu as tout à proximité. Et ben, pour le Japon, j'ai toujours eu des gens qui parlent japonais. J'ai souvent, en tout cas, eu des gens qui parlent japonais autour de moi. Donc, effectivement, quand je vais au Japon, j'ai souvent des gens avec moi qui parlent japonais. Donc, effectivement, ça t'aide pas du tout. Euh, ça, je sais de quoi tu parles. Et donc, ça fait des 29 fois. Et ça a été quoi tes meilleurs moments au Japon, alors, finalement? Oh, Si tu en j'en ai eu as, t'as plein. des anecdotes. Ah non, mais en fait, le meilleur moment, j'en ai eu beaucoup. Ouais. Parce que, alors, c'est surtout les moments où j'étais avec des personnes. Les moments où j'étais tout seul, c'était très, très dur à vivre parfois. Parce que tu ne peux pas partager. Moi, en plus, j'aime bien chiner dans les petites boutiques. Tu vois, j'aime bien aller découvrir des choses, etc. Donc, effectivement, quand tu es tout seul, c'est beaucoup moins marrant. Alors que quand tu es avec du monde, tu peux découvrir plein de choses, ne serait-ce que pour aller dans les salles de jeux vidéo, faire plein de choses comme ça. Donc, effectivement, alors, l'un des meilleurs voyages que j'ai fait, c'était avec Renaud de Manga News. Mhm. Oui. Où effectivement, on a beaucoup traîné dans des endroits, même des fois où je n'avais pas trop l'habitude d'aller. Donc, effectivement, c'était assez intéressant. Voilà, même pour manger, faire 3 kilomètres pour aller manger dans un petit truc. Tu vois, ça, c'est le genre de truc qui était très, très drôle et assez marrant. Mais effectivement, c'est vrai que j'ai eu aussi plein de périodes où j'ai eu des anecdotes affreuses. Oui, ça tombe Des bien. choses, par exemple, où je disais, en fait, comme je me considère comme quelqu'un de très ouvert. Donc, quand on me demandait qu'est-ce que tu veux manger, je disais, je suis ouvert à tout, donc on peut y aller, quoi.
et je me retrouvais à manger des trucs du genre du foie de loutre, des crêtes de poulet, des pâtes de poulet, du cartilage. Ah. Voilà, j'ai eu des trucs et j'ai eu des trucs bien pires que ça, hein. Donc, Le poulet, ça s'appelle KFC, hein, je sais pas si tu connais. non, mais c'était pas du KFC. Tu vas dans un magasin spécialisé dans le poulet et Hmm. tu te dis, tu vas avoir des trucs de ouf. Et là, le premier truc qu'on te sert, c'est une brochette de cœur de poulet. Tu, tu, C'est tu, particulier. ouais, tu sais, nous, les froggies, hein, on est comme ça. Euh, Exactement. mais bon, Mais effectivement, non, parce que en fait, chaque voyage est un truc nouveau pour moi. J'y allais comme si c'était la première fois. Effectivement, ça m'a donné une boîte qui est énorme comme ça, sans exagérer, de photographies, d'entre autres d'Akihabara. Je pense que sur mes 29 voyages, qui représentent presque, qui doit représenter genre 28 années, en fait, je crois que j'ai dû prendre Akihabara chaque année en photo. Donc, je pourrais faire une timeline de l'évolution d'Akihabara à travers 30 ans. en tout cas, pour la 30e, si tu viens à Osaka, passe-moi un coup de fil, on ira se faire un petit truc ensemble. Pas de problème. Sans problème. Il n'y a pas de souci. J'espère bien y aller l'année prochaine parce que là, C'est- ça fait 2 ans que je n'ai pas été. Moi, ça fait 2 ans que je suis pas venu en France, hein, tu sais. Donc, voilà, Oui, mais aller au Japon, ça fait partie de mon boulot. effectivement. On a parlé d'ailleurs, tu as fait une très bonne transition, on a parlé de tes meilleurs moments de ta carrière. Enfin bon, il y a pas mal de choses qui ont été super pour toi. Et a priori, tu as eu un super parcours. Après, en tout cas, tu es très, très heureux a priori de tes parcours et ça se voit. Et justement, mais je pense que dans tout parcours, il y a aussi des mauvais moments, tu vois, peut-être. Ah, j'en ai eu plein. T'en as moins. Et Je pense peut-être. qu'en réalité, c'est parce que je ne garde que les bons Hum. moments, mais j'ai eu plus de mauvais moments que de bons moments. Il y C'est a- juste que je fais partie des gens qui essaient d'oublier ces mauvais moments et qui tournent la page. Tu serais pas un Voilà. Et hypersensible, toi? peut-être, mais en fait, je pars du principe que. Et puis en plus, moi, j'ai commencé à une époque où il n'y avait rien. Je me retrouvais Hum. avec des gens, ne serait-ce que l'époque où je travaillais à AB, qui n'aimaient pas ça, Hum. qui trouvaient ça nul, etc. Et voilà. Et des fois, c'était très, très dur à vivre. Et c'était. Mais du coup, j'ai appris à me faire une raison sur certains trucs. Et puis, bah, tant pis, j'allais de l'avant. Ça a suscité aussi de la jalousie vis-à-vis de certaines personnes que tu as connues. Le fait que tu arrives à faire des trucs, hein, beaucoup. Beaucoup, Ça beaucoup. n'a pas, ça a Dès le pas, début, hein. ça a pas été trop dur. Peut-être que ce genre, peut-être des amis comme ça. Bah, je te pose Oui, la mais question. je me suis même retrouvé avec des mythes de choses que j'ai fait mais que je n'avais jamais fait. Mais voilà, mais après, ça, D'accord. je pense que ça fait partie de. De la C'est vie. aussi pour ça que pour beaucoup de choses que j'ai fait, soit je ne mettais plus mon nom, soit j'évitais d'en parler Hum. parce que j'ai très vite compris que se mettre en avant dans ce genre de choses, c'était un peu compliqué. Donc, effectivement, j'ai toujours, depuis, essayé d'être le plus invisible possible. Et c'est pour ça que, par exemple, je ne fais pas énormément d'interviews. J'en fais très, très peu. Bah, je Alors, te en ce moment, remercie j'en alors. fais pas mal, mais c'est plus pour la partie coréenne que j'en fais beaucoup. D'accord. Mais pour la partie manga, j'en fais très, très peu à cause de ça, parce que c'est Hum. devenu très compliqué. Puis en plus, quand tu démarres dans une période où il n'y a rien, où tu es Hum. quasiment le premier, tu fais beaucoup de bêtises. Tu as beaucoup de choses que tu fais parce que pour avancer, tu es obligé de passer par cette étape. Et donc, il faut savoir te dire que, ben, voilà, c'est quand tu Ok. arrives et qu'il n'y a rien, forcément, quand les gens qui arrivent et qui ont tout vont voir ce que tu as fait, forcément, ça va mal se passer, mais il faut avancer et ne pas regarder. Alors, les amis, n'oubliez surtout pas une chose importante. Nous sommes ce que nous faisons. Nous ne sommes pas ce que l'on est. Et c'est le parcours qui compte, et pas forcément la personne en elle-même. Voilà, je Voilà, tenais à le dire. exactement. Voilà. Voilà, On va exactement. parler un peu d'actualité, un petit peu, parler de ton actualité. Alors, quoi de neuf sur le soleil de Delcourt et de Pascal Lafine? Depuis, en fait, on va dire grâce à la Corée, j'ai un statut qui a changé, puisque Mhm. toute la partie coréenne marche plutôt bien pour moi, entre autres avec Solo Leveling qui fait un carton. Donc, ça m'a permis d'avoir une chose que je n'avais pas, c'est un peu plus de liberté sur la partie manga.
Mhm. Donc, du coup, même beaucoup de liberté, ce qui fait que du coup, depuis le 1er septembre, où j'ai repris, on va dire, à 100% quasiment les rênes, du coup, j'essaie de révolutionner en fait ma partie manga pour pouvoir faire enfin des choses que j'aurais aimé faire ou que j'aurais voulu faire dans la limite de ce qui est possible. Voilà, donc j'essaie de préparer plein de choses. Là, par exemple, je suis en train de préparer une grosse année Jojo Bizarre Aventure pour 2022 à l'occasion des 35 ans. Donc, Et, faire plein de choses. Donc, j'ai demandé aux Japonais aussi l'autorisation de pouvoir faire certaines choses un peu atypiques mhm. autour de Jojo. Donc, ça fait partie de mes gros chantiers. Reprendre beaucoup de séries qui étaient des séries qui étaient devenues annuelles, voire plus. En fait, faire un planning un peu spécial pour sortir ces séries. Voilà, donc on Mhm. est en train de travailler sur ce que j'ai appelé le planning des rééditions, du moins des rééditions. La planning, en fait, c'est un planning un peu spécial pour tous les titres qui ne se vendent pas et qui sont, voilà, pour essayer de les sortir. C'est le cas de séries comme Le Pacte des Yokai, Ikariman, etc., Mhm. qui est en arrêt depuis très longtemps. Donc, du coup, je suis en train de travailler là-dessus pour pouvoir en sortir plein l'année prochaine dans un truc parallèle. Voilà. Donc, en fait, je C'est- travaille sur plein de petits projets comme ça au c'est- niveau du manga, tout en continuant à développer certains secteurs, comme bien sûr forcément les isekai, puisque je suis partie prenante, je suis fan, mais essayer de consolider certaines parties. Par exemple, il y a une partie que j'aime beaucoup, mais qui ne marche pas forcément énormément, mais auquel je tiens, c'est toute la partie historique Japon avec des Mhm. titres comme Empereur du Japon, L'homme qui tua Nobunaga, etc., où j'essaie régulièrement de faire des titres qui racontent un peu le Japon. Voilà, et donc, je suis assez mal informé par rapport aux distributions. Bah, je suis au Japon depuis 2006, donc c'est un peu compliqué. Est-ce qu'il y a des titres, c'est pour un ami, je pense à toi, mon pote, Guillaume, c'est un ami qui est un fervent connaisseur de la culture ninja. Est-ce qu'il y a pas mal de mangas là-dessus qui sont sortis, qui sortent? À part Naruto, bien sûr, Naruto, je pense à Naruto, mais vraiment. pas tant que ça. Alors déjà, c'est parce qu'au Japon, il n'y en a plus tant que ça en ce moment. Hmm. Il y a Ouais, beaucoup d'anciens, c'est vrai. Beaucoup ouais, de il y a vieux beaucoup mangas. d'anciens. En ce moment, avec la grosse vague manga, effectivement, c'est vrai qu'il y a plein de vieux titres qui reviennent et qui marchent bien. Mhm. Mais effectivement, c'est pas non plus un... En général, ça marche plutôt pas mal quand il y en a qui sortent en France. Mhm. Ça marche plutôt pas mal. Mais en fait, le Japon n'en produit plus beaucoup, même en Mhm. animé. Hein. Rappelle-toi de l'époque de Jibenu. Ah merde. Et Euh, deux? Jimbei Ah, Ah, en fait, oui, ouais, enfin, Jimbei, c'est le- voilà. oui, enfin, c'est sorti ceux qui sortaient en vidéo. Chez Madhouse, c'était sorti chez Madhouse. C'est le mec qui avançait en ligne droite et qui Oui, défonçait tout ce qu'il y avait devant lui. Voilà. Et ben, ce genre de exact. truc, même en animé, t'en as plus, alors que c'était extraordinaire à l'époque quand c'était sorti, c'était un peu révolutionnaire. Ah Voilà. ouais. Et effectivement, c'est vrai que on a moins, un petit peu moins ce genre de choses. Mais Mhm. c'est aussi parce que depuis quelques années, au Japon, il y a des gens qui se développent et qui deviennent très très forts, justement comme pour revenir pour la énième fois à l'isekai, mais J'entendais. alors que c'est un genre qui existe depuis très longtemps. Atsan, c'était déjà ça à l'époque. Mhm. Mais c'est SAO, en fait, quand SAO est arrivé, SAO a un peu révolutionné le genre, parce que SAO a remis au goût du jour exactement à la fois la fantaisie et ce concept de se retrouver dans un autre monde et a créé deux courants, en fait, qui est le courant fantasy, qui continue encore, et le courant, justement, des gens déplacés dans un autre monde, où on trouve des choses extraordinaires. Là, hier, je suis tombé sur un manga en VO, où c'est un mec qui se réincarne dans un virus. Un virus. Dans un virus. Et donc, pour survivre, il doit envahir le corps d'êtres vivants, qu'il Super. détruit forcément, Ah oui, c'est un pour pouvoir virus. survivre. Ça va très, très loin. Ah oui, oui, non, là, c'est trop fort. Là. Mais ils ont créé. Mais après ce genre de courant, il y en a eu plein. Il y a eu toute la partie des courants de médecins
de trucs médicaux. Il Ah y a ouais, eu là, c'est très... il y avait plein de mangas sur la médecine. Il y a eu le truc des problèmes physiques, Ouais. voilà, avec les maladies, les Il y machins, a, il y a etc. pas mal, il y a Il y pas a eu, de, il y a pas mal de TV voilà, drama sur ces sujets-là. voilà. Il y a eu pas mal de choses, hein. Il y a eu cette petite mode où les héros à lunettes. Je vois pas de quoi tu parles. Exactement. Voilà, effectivement. Donc aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits courants comme ça qui arrivent et qui fait que les anciens gens ont un peu plus de mal à s'installer, sauf quand ils rentrent dans un de ces courants. C'est vrai, je vois. Hmm. Ah, donc c'est vrai, ouais. Ouais. Et comment ça se... moi, bon, j'ai vu l'évolution jusqu'en 2006 à peu près, jusqu'à temps que je parte. Je me souviens, alors, moi ça a commencé avec Caucase. Je sais pas si tu te souviens. Il y avait au niveau magazine, hein, pour donner une ordre de timeline. Bon, Animeland, bien sûr, le magazine de Tonkam qui s'appelait Tsunami. Tsunami. Après, il y a eu, enfin, moi, j'ai travaillé Il y en avec, a eu plein. Il y a eu j'ai travaillé avec The Five Fives, hein, Manga Vorace. Manga Vorace. Il y a eu donc Bah, tout ça, Manga Vorace, les Fairy Pub. Il y a eu Japan Live. ouais. Oui, Japan Vibes. Il y a eu Japan Vibes, Je- J'y ai Otaku, Otaku, ouais. voilà, Otaku, Japan Mania. Il y en a eu vraiment beaucoup, hein. Ouais, c'est vrai. Et est-ce que comment t'as c'est pas dans le truc, mais comment t'as vécu toi, t'étais plus en France, t'es plus en France. Comment t'as vécu tout ça, ces périodes, cette évolution, dirais-je. Alors, Est-ce qu'on en peut fait, parler d'évolution en fait? C'est ça la question. on va dire qu'il y a eu un boom. En fait, il y a plusieurs booms dans le manga. Ouais. Il y a plusieurs booms en réalité. Il y a donc 1994 qui a été le premier, Mhm. avec la toute première génération. C'est celle qui inclut Glénat, Casterman, Tonkam, Mhm. les tout premiers à avoir fait du manga papier. Donc, ça a lancé le truc. Et puis après, tu as d'autres éditeurs qui sont arrivés entre-temps, Kana, Manga vidéo. etc. Ouais. Voilà. Et puis, la première explosion, c'est 2004. 2004, ça a été le moment où on est passé de genre 20, 22 titres par mois à d'un seul coup 50, 60 titres. Ça a doublé. Ouais. C'est Et à énorme. partir de 2004, en fait, ça a été de plus en plus rapide. Ça a augmenté, augmenté, augmenté jusqu'à 2014. Et en 2014, il y a eu une sorte d'effondrement du manga. Ça a été la pire année. C'est la première année de baisse du manga. Mhm. Et d'ailleurs, c'était assez marrant parce que tu as des vieux démons qui sont ressortis à l'époque. Tu as des libraires qui ont commencé à dénoter des titres, à retourner des titres, etc. En partant du principe, ça y est, la mode du manga est finie. Youpi, c'est le Golden Royal à gagner, Voilà. d'accord. Sauf qu'en 2015, il y a d'ailleurs une grande chaîne de magasins qui avait même retourné tous ses stocks en pensant que c'était fini. Et puis en 2015, ça a repris et c'est reparti très doucement. Et puis cette année, pas cette année, l'année dernière, avec le Covid, à la sortie du Covid, il y a eu l'explosion totale. On n'a jamais vendu autant de mangas que depuis l'année dernière. On en vend tellement, pour te donner un ordre d'idée, que maintenant, les éditeurs commencent à avoir des quotas d'impression. Vraiment. C'est-à-dire que comme il n'y a plus assez de papier, du coup, tu commences à être limité dans le nombre de retirages, de réimpressions que tu peux faire, de sorties, parce que tu commences à avoir des quotas en fonction du nombre de livres. Alors, c'est toujours les plus gros qui gagnent, hein, mais en fonction de ta taille, on te donne un pourcentage de nombre de papier. bouquins que tu peux imprimer. Je vois. Plus tu es petit, moins ton pourcentage est grand. Plus tu es grand, plus ton pourcentage est élevé. Donc, ça avantage toujours les plus gros. Mais le résultat de tout ça, c'est que tu as, en fait, tu es obligé de limiter ton nombre de tirages, ton nombre de réimpressions, parce que justement, tu es limité dans le nombre de papiers. Mais en ce moment, le manga, c'est jamais aussi bien vendu. Pour tout le monde, en fait, tous les éditeurs sont à plus quelque chose et c'est assez impressionnant. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de vieux titres
qui ressortent en ce moment chez tous les éditeurs comme Banana Fish, etc. Voilà. Avant de terminer, avant de te donner le mot de la fin, juste une anecdote qui m'est arrivée à l'époque de Tonkam. Bah si, à l'époque du manga Dragon Ball où il était au début de Super Saiyaman. Et je suis tombé sur un Asiate qui vendait des copies pirates traduites. Et je lui avais acheté, je sais plus combien le truc. On fait des bêtises. Et il m'avait sorti ce truc-là et ça m'est toujours resté. Tu vas voir, dans 6 mois, le manga, c'est fini. Tu sais, au tout début, quand j'ai commencé, en fait, c'est la partie la plus difficile pour moi, ça a été 90. Ah. 1990, ça a été la partie la plus difficile parce que c'est là où j'ai rencontré le plus d'incompréhension. 90-91, ça a été vraiment assez compliqué parce que j'ai beaucoup d'incompréhension. C'était, oui, pourquoi tu regardes des chinoiseries? Ça a été cette époque, les japonaiseries. Moi, j'ai mon oncle aussi qui me le balançait, et Gagabolien et tout ce qui s'en suivait, bien sûr. Ça. Mais alors, je me rappelle, en plus, c'était assez étonnant, c'est que tu as 2 personnes qui nous avaient beaucoup aidés à l'époque pour démocratiser le manga. C'était Moebius et Jodorowsky, avec François Jacques, en fait, avec qui j'étais très ami à l'époque. Il est mort depuis. En fait, on essayait de faire connaître le manga à travers les éditeurs, à travers plein de choses. Donc, on organisait pas mal d'événements. Et souvent, il y avait justement Moebius, il y avait parfois Moebius et Jodorowsky qui venaient, dont par exemple un débat qu'on avait fait à la FNAC, la FNAC des Halles, où ils étaient venus pour pouvoir parler de manga, etc. Et il y avait d'autres éditeurs qui étaient invités. Et c'est marrant parce que tous les éditeurs disaient jamais on fera de manga, c'est pas intéressant, ça apporte rien, c'est un phénomène qui va disparaître très très vite. Et aujourd'hui, en fait, tout le monde fait du manga. Voilà, comme quoi. C'est devenu normal. Eh ben, tu sais quoi? C'est l'interview la plus longue de la chaîne. Ah. Très honnêtement, j'ai jamais autant, j'ai fait 1 heure. Généralement, au bout de 40-45 minutes, là, on est bientôt à 1 heure. Parce que c'était. C'est d'inviter les vieux. On est 2. Bon, mais non, c'était super passionnant. Je vais te laisser le mot de la fin. Alors, avec une question assez facile, assez basique. Avec le recul, de quoi es-tu le plus fier? Non, j'ai pas de. Non, avec le recul, je n'ai rien. Je peux pas dire. Je peux pas dire ça parce que en fait, à l'origine, quand j'ai commencé, j'étais fan de Star Trek. Alors, voilà, j'étais très fan de Star Trek. Et il y avait une chose qui me paraissait très compliquée, c'était à l'époque, il y avait une grosse communauté Star Trek et de Trekkies, et c'était très compliqué de rentrer dedans. Ils étaient très fermés, et donc j'avais un peu de mal. Et je me disais, j'espère que les gens du manga ne deviendront jamais comme ça. Donc, c'est aussi pour ça que j'ai essayé d'aller dans tous les sens pour essayer de démocratiser ça le plus possible, pour que ça ne soit jamais fermé et que tout le monde ait accès à tout avec le manga. Donc, effectivement, c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a personnellement apporté beaucoup. C'est quelque chose dont les gens ne s'en souviendront jamais, puisque ce n'est pas non plus le genre de truc sur lequel je me suis mis en avant dessus. Mais je pense que c'est une des choses dont je peux être fier, c'est le fait qu'aujourd'hui, le manga, c'est devenu naturel pour tout le monde. Il y a plein de personnes qui lisent du manga, de plein d'âges différents. Et puis, je suis content d'y avoir un peu contribué, même si c'est un tout petit peu, mais d'avoir fait en sorte, peu importe que ça soit, voilà. Mais je suis content qu'aujourd'hui, quand on est au collège ou au lycée, on puisse lire des mangas sans se faire traiter de débile, de trisomique, ou etc. Parce qu'à l'époque, les gens étaient vraiment très, très durs quand on était fan de manga. Voilà, c'est quand il y avait des gens qui allaient sur les chaînes de télévision, les plus méchants, à l'époque, c'était la 5, plutôt Arte, je dirais. Plutôt Arte, oui. C'était l'ancienne version, bon bref. Ouais. Et ça commençait toujours très très bien. Et puis ça partait, tu vas à l'école avec les cheveux rouges, tu vois, c'était des trucs comme ça. Je te raconterai des trucs en off, tu vas voir.
Voilà, rappelle-toi de Sébastien Jarry sur TF1, comment il s'était fait malmener. Sébastien il reste un très bon ami à moi que je salue, qui vit maintenant au Japon, qui est marié, qui a une très belle vie, qui n'est pas facile pour lui tous Moi, les jours, mais je pense que Sébastien, je dirais que c'est pour moi la personne qui a le mieux réussi parce que c'est l'un des tout premiers qui était vraiment fan de manga, qui rêvait du Japon. Il s'est donné les moyens. Il a été beaucoup critiqué. Il y a des gens qui ont parfois été très méchants avec lui, mais il a été au bout de son rêve. Aujourd'hui, il vit au Japon. Il est marié avec une japonaise. Il vit très, très bien. Il travaille. Il a un super bon boulot. Et moi, je trouve ça génial parce que dans tous ces gens qui l'ont critiqué, il y en a plein qui n'ont pas fait la moitié de tout ce qu'il a fait. Moi, je voulais l'interviewer justement pour parler de cette période, mais alors je sais pas. Si tu regardes le truc, je sais pas si tu es prêt à en discuter pour un peu déballer tout ça, voilà, sur mon Chronicle. Bon, en tout cas, non, pour Sébastien, voilà, en tout cas, peut-être comme toi, j'ai une grande admiration pour lui, pour la personne qu'il est, pour ce qu'il a fait. Et je le considère comme un ami, quoi, tout simplement. Exactement. Voilà, et, vas-y. Voilà, et donc, voilà, ça a été parfois très difficile pour lui. Et puis en plus, comme dans le manga, il y a aussi beaucoup de personnes qui aiment bien s'appuyer sur des gens pour essayer de se faire connaître. Donc, effectivement, c'est toujours plus facile de troller une personne pour pouvoir se mettre en avant et essayer de se faire connaître. Et ça, c'est dommage. Et lui, ça a été l'un des tout premiers qui a souffert de ça, malheureusement. Mais au moins, il a réussi et je trouve que c'est une bonne chose. Voilà. Et donc, Sébastien. ça sera, voilà, exactement. Ça sera un peu ça mon mot de la fin. Ouais. Et puis, je dirais, comme dit quelqu'un que je connais, lisez des mangas parce que le manga, c'est un genre qui se renouvelle tout le temps, qui apporte souvent beaucoup d'histoires auxquelles on ne s'attend pas. On peut trouver des sujets qui sont assez impressionnants et même dans des genres où on pense que c'est déjà établi et qu'on ne peut plus rien faire, il y a toujours un petit génie qui va arriver à renouveler la chose et apporter quelque chose de nouveau. Alors, tout n'est pas toujours tout bien, hein. mais des fois, quand on tombe sur un manga et qu'on a envie de le partager avec d'autres personnes, c'est voilà, c'est énorme. Là, en fait, par exemple, tu prends Violette sur Netflix. Ça a été, quand j'ai vu ce truc pour la première fois, c'est un dessin animé qui parle de rien. Il ne se passe rien dedans. C'est juste beau. Ouais, c'est Lane. Oui, Len, c'est exactement ça. Ouais. Exactement ça. Je pense que les jeunes ne pourraient pas connaître Lane, à mon avis. Bon. Voilà, en tout cas, ouais, vas-y. Il y a de jolies petites pépites qui sortent de temps en temps comme ça à découvrir. Et c'est ce qui est bien avec le manga, c'est qu'on en a pour tout le monde, pour tous les goûts. Il y a des gens qui aiment. C'est un peu ce qu'on a toujours essayé de faire justement avec Tonkam, qui avait souvent été pas compris du tout. C'est que le truc de départ de Tonkam, c'était pas forcément d'aller tout le temps sur du commercial. Parce qu'il y a plein d'éditeurs. Le commercial, c'est facile. Il suffit de voir les rankings du Jump et tu commandes ça et tu mets une grosse somme d'argent et tu l'as. Le but de Tonkam, dès le départ, c'était de faire découvrir des choses sur lesquelles les gens n'auraient pas pensé à aller d'eux-mêmes. C'est pour ça qu'on a fait les premiers Boys Love, qu'on a fait les premiers shoujo. On a fait découvrir beaucoup de gens et que moi, j'essaie de continuer ce genre de choses. C'est ce que Dominique Verret, quand il a fait Akata, a essayé de faire. C'est ce que Bruno, chez Akata, essaie de continuer à faire aussi aujourd'hui. On essaie toujours de garder cet ADN, même quand c'est compliqué, même quand c'est dur, d'essayer d'aller sur des choses auxquelles les gens ne s'attendent pas et pas forcément aller sur l'évidence. Tu vois, j'ai des gens que je me rappelle à l'époque où One Punch Man est sorti, il y a un môme qui me fait ouais, pourquoi vous n'avez pas pris One Punch Man? Je fais, mais tout le monde a essayé de prendre One Punch Man. C'est juste que ça se joue à celui qui dépense le plus d'argent. Ce genre de bouquin, c'est pas, faut pas être un génie du manga pour acheter un livre comme ça. C'est juste savoir ton métier. Tu sais que ce titre-là, ça va se jouer avec des sommes colossales. Ouais. Un peu comme en ce moment, Dandadan. Dandadan, ça va être le manga le plus cher de l'histoire du manga.
Ça, c'est l'exemple. Avant le prochain, évidemment, bien sûr, ça va de toi. Oui, non, mais celui-ci, il est exceptionnel, hein. Celui-ci, c'est à des niveaux Jamais atteint. invraisemblables à mes yeux. D'accord, Voilà, je le vois. c'est quelque chose. Et je pense que quel que soit l'éditeur qui va le faire en version française, Delcourt, Delcourt. non, parce qu'en ce moment, c'est en cours De diffusion. pas de négociation, mais de réflexion auprès Ah, d'accord. de l'éditeur japonais pour Mhm. savoir à qui ils vont le donner. Mais ça, de toutes les façons, niveau promo, ça va être quelque chose de fantastique, quel que soit l'éditeur qui l'aura. Et ça va être comme c'est le manga, voilà. Après, le contenu est démentiel. Moi, perso, j'ai eu le coup de foudre pour ce titre. Je trouve qu'il est beau graphiquement, il est atypique, il est drôle. Voilà, c'est un manga qui est. Voilà. Donc, ça va être la grande surprise de 2022 qui va faire Dan Dan. On verra bien à ce moment-là. Eh ben, tu sais, Pascal, je crois qu'on a fait le tour, c'est déjà pas mal. Exactement. Honnêtement, ça m'a fait super plaisir de t'accueillir sur ma chaîne. Mais moi aussi, ça m'a fait super plaisir de discuter avec toi. Ça fait tellement longtemps, justement. Aujourd'hui, j'ai été très heureux de faire ce voyage en plus dans ces souvenirs. Ça m'a rappelé pas mal de choses. J'espère qu'on pourra se revoir bientôt sans écran interposé, si possible. À Japan Expo. Hein, à Japan Expo. Hein, et puis voilà. Pour vous, chers amis de la chaîne, on se retrouve la semaine prochaine, si tout va bien, pour une nouvelle interview. Et peut-être une chronique, si j'en ai le courage et la forme, maintenant que je vais un peu mieux. Enfin, les gens qui me connaissent savent pourquoi je dis ça. Je vous souhaite à tous une bonne journée. À très bientôt. Pascal, ciao, ciao. Ciao, ciao.